Le plancher grinçait sous mes pieds nus alors que je me dirigeais vers la cuisine. Un rituel nocturne familier lorsque le sommeil refusait de venir. À 63 ans, mon corps avait développé son propre rythme. Réveillé à 2 heures du matin, l'esprit assailli par des souvenirs que je n'arrivais pas à chasser. La maison semblait trop grande, trop vide, et pourtant étouffante sous le poids de décennies passées à élever des âmes ingrates. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de commenter pour nous dire d'où vous regardez. Cela faisait maintenant 8 mois que je vivais chez mon fils aîné, Antoine, et sa femme, Sophie. Depuis cet AVC qui m'avait laissé temporairement affaibli, mais loin d'être vaincu. Ils avaient insisté pour que j'emménage pour mon propre bien, leur voix dégoulinant de ce genre de préoccupation qui ressemble plus à une obligation qu'à de l'amour. La convalescence avait été rapide, ma parole claire, ma mobilité retrouvée. Mais étrangement, la conversation sur mon retour dans mon propre appartement n'avait jamais été abordée. La bouilloire siffla doucement, tandis que je versais de l'eau chaude sur des feuilles de camomille, la vapeur s'élevant comme des fantômes de ma tasse. À travers la fenêtre de la cuisine, je pouvais voir la silhouette de ma vieille Renault Clio dans l'allée, une fidèle compagne qui m'avait transportée à travers 40 ans d'indépendance. Ils avaient m'a suggéré que je ne devrais plus conduire, bien que mon médecin m'ait donné son feu vert complet. « Juste par précaution, maman », avait dit Antoine, sa main sur mon épaule avec ce poids condescendant que j'avais appris à mépriser. Je m'installais dans le coin repas, le même endroit où j'avais passé d'innombrables matinées à regarder mes enfants grandir dans cette même maison. La maison que j'avais achetée avec mon défunt mari, Henri, celle que j'avais entretenue pendant sa longue maladie. La maison dont, curieusement, je n'avais jamais officiellement transféré la propriété à quiconque, malgré ce que mes fils semblaient humbles croire. Le son étouffé de voix provenait du salon. Antoine et son jeune frère, Julien, avaient une de leurs conversations nocturnes, probablement sur le travail, leur femme, ou les pressions financières sans fin qui semblaient consumer chacune de leurs pensées. J'avais appris à ne plus y prêter attention. Ces conférences de minuit qui ne m'incluaient jamais, bien qu'elles me concernent. Mais ce soir, quelque chose dans leur ton me fit m'arrêter, ma tasse à mi-chemin de mes lèvres. Les factures de l'hôpital nous écrasent. La voix de Julien traversait clairement les murs fins. Entre le traitement du cancer de papa et maintenant l'AVC de maman, on est sous l'eau. « Je sais », répondit Antoine, la voix lourde de fatigue. Sophie me le reproche constamment. Elle dit qu'on ne peut pas continuer, à tout avancer. Je posai ma tasse avec précaution, mon cœur commençant à s'emballer. Il parlait d'argent, mon argent, des frais médicaux que j'avais supposé qu'il gérait là par gentillesse, sans attendre de remboursement. Henri m'avait laissé à l'aise, son assurance vie et nos investissements, fournissant un coussin dont je n'avais jamais discuté avec eux en détail. « Le truc, c'est... » continua Julien, sa voix baissant jusqu'à un murmure qui, étrangement, portait plus clairement qu'avant. « Elle a ce compte d'épargne, celui que papa a ouvert, et la maison. Bon sang, Antoine, elle est assise sur une mine d'or et fait comme si elle était fauchée. Je sais qu'elle a de l'argent, dit Antoine, et je pouvais l'entendre faire les 100 pas, ses pas lourds sur le parquet. Mais la convaincre d'y toucher, c'est comme essayer d'arracher une dent. Elle est si têtue avec son indépendance. Eh bien, elle n'est plus indépendante, n'est-ce pas? Le rire de Julien était amer. Elle vit dans ta maison, mange ta nourriture, prend de la place. Sophie est de nouveau enceinte, et tu vas avoir besoin de la chambre de maman pour la nurserie. Les mots me frappèrent comme un coup physique. Sophie était enceinte, et il prévoyait de prendre ma chambre. La chambre qu'on m'avait dit être la mienne aussi longtemps que j'en aurais besoin. « Écoute, » dit Antoine, sa voix prenant un ton conspirateur qui me glaça le sang. « Voici ce qu'on va faire. On va lui présenter toutes les factures, hôpital, médecin, médicaments, tout. Lui faire comprendre qu'on a couvert ses dépenses de nos propres poches. Elle se sentira assez coupable pour payer. Et puis on lui suggère de vendre l'appartement. Il est là, vide,
à coûter de l'argent en entretien et en impôts. On l'aidera à trouver une belle résidence pour personnes âgées, un endroit où elle pourra avoir des amis de son âge, des activités, des soins appropriés. Julien rit, un son dénué de chaleur. Tu veux dire un endroit où elle sera le problème de quelqu'un d'autre? Ne dis pas ça comme ça, protesta faiblement Antoine. On ne l'abandonne pas. On la fait juste transitionner vers un mode de vie plus adapté. C'est ça. Et en attendant, elle rembourse nos dettes avec l'argent de sa maison. Ce n'est pas comme si elle en avait besoin, dit Antoine. Elle ne va pas vivre éternellement, et c'est nous qui hériterons de toute façon. De cette manière, tout le monde est gagnant. Je pressai ma main contre ma bouche, craignant que le son de ma respiration ne me trahisse. La cruauté désinvolte de leurs mots, la nature calculée de leurs plans. C'était comme s'ils discutaient d'une transaction commerciale, pas du sort de leur mère. « Et la maison ?» demanda Julien. « Cette maison, qu'est-ce qu'il y a avec elle ?»« Eh bien, techniquement, elle est toujours à son nom, non? De quand elle l'a achetée avec papa ?» Il y eut une longue pause. Je pouvais presque entendre les rouages mentaux d'Antoine tourner. « Oui, » dit-il lentement. « Oui, c'est vrai. Mais elle vit avec nous. Donc on pourrait plaider la prescription acquisitive si besoin. Ou on pourrait simplement ne pas en parler. Elle vieillit. Sa mémoire n'est plus ce qu'elle était. Le temps qu'elle réalise ce qui se passe, il sera trop tard. » Mon Dieu, Julien. Quoi? Je suis pragmatique. Elle n'aura pas besoin d'une maison avec 4 chambres dans une maison de retraite, n'est-ce pas? Résidence pour seniors, corrigea automatiquement Antoine. C'est la même chose. L'important, c'est qu'on résout tous nos problèmes d'un coup. Elle paie nos dettes. On vend son appartement. On garde cette maison. Et elle reçoit les soins dont elle a besoin. C'est gagnant-gagnant. Quand est-ce qu'on commence? Demain. J'appellerai ce conseiller financier avec qui elle travaillait, pour avoir une meilleure idée de ce à quoi on a affaire. Toi, commence à regarder les établissements. Et Antoine, assure-toi que Sophie est d'accord. On doit présenter un front uni. Elle le sera. C'est elle qui pousse le plus pour ça. Leurs voix s'estompèrent alors qu'ils se dirigeaient vers les escaliers. Je restais assise, figée sur ma chaise, la tisane à la camomille refroidissant dans mes mains. La manière désinvolte dont ils avaient discuté de mon avenir, comme si j'étais un bien à liquider, me laissa vide et étrangement calme. Mais ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'ils ne pouvaient absolument pas savoir, c'est que je n'avais jamais été aussi impuissante qu'ils le supposaient. L'AVC avait été léger, mais je les avais laissés me materner. Je les avais laissés penser que j'étais plus fragile que je ne l'étais. C'était plus facile que de combattre leur sollicitude étouffante, et une partie de moi avait été touchée par leur dévouement apparent. Maintenant, je comprenais la vérité. Ils ne prenaient pas soin de moi par amour. Ils se positionnaient pour un gain financier. Je me levais de la table, mes mouvements stables et déterminés. La maison était silencieuse maintenant, mes fils s'étant retirés dans leurs maisons et chambres respectives. Dans l'obscurité, je me dirigeais vers le petit bureau dans le coin de la cuisine où j'avais gardé mes papiers importants depuis mon emménagement. Tout était là. Relevé bancaire, dossier d'investissement, police d'assurance et surtout l'acte de propriété de cette maison. L'acte qui montrait clairement mon nom comme unique propriétaire. Un fait qui avait manifestement échappé à l'attention de mes fils. Henri avait insisté pour tout mettre à mon nom lorsqu'il a été diagnostiqué, voulant s'assurer que je ne serais jamais vulnérable ou dépendante de quiconque. « Tu es plus forte que tu ne le penses. » Élise, m'avait-il murmuré lors d'une de nos dernières conversations. Ne laisse personne te faire sentir petite. J'avais oublié cette force dans les mois qui ont suivi l'AVC, me laissant diminuer par leur inquiétude, leur rappel constant de mes limites. Mais assise dans l'obscurité, entourée par les échos de leur trahison, je sentis quelque chose s'éveiller en moi, quelque chose de froid et de calculateur que je ne savais pas posséder. Mes mains étaient instables, tandis que je rassemblais les papiers, mon esprit travaillant déjà sur les implications de ce que j'avais entendu. Il pensait avoir affaire à une vieille femme confuse et dépendante.
Ils n'avaient aucune idée de qui ils affrontaient réellement. L'horloge murale sonna 3 heures, et je souris dans l'obscurité. Ils pensaient avoir le temps d'exécuter leur plan, de me manipuler pour que je me plie à leur volonté. Mais le temps était une chose qu'ils venaient de perdre. J'avais du travail à faire, et pour la première fois depuis des mois, je me sentais vraiment vivante. La question n'était plus de savoir si j'allais me battre, c'était de savoir à quel point j'étais prête à être dévastatrice. Le soleil matinal filtrait à travers les stores de la cuisine, alors que j'étais assise à la même table où j'avais découvert la trahison de mes fils quelques heures plus tôt. Mes mains enveloppaient une tasse de café frais, la vapeur s'élevant entre mes doigts comme un encens pour les morts, en particulier pour la mort de toute obligation maternelle que j'avais pu ressentir pour Antoine et Julien. J'avais passé les heures avant l'aube, dans ma chambre, non pas à dormir, mais à planifier. Les papiers importants étaient maintenant en sécurité dans un coffre-fort que j'avais ouvert des années auparavant, dont mes fils ignoraient tout. Mon ordinateur portable, un cadeau d'Henri qu'il supposait que je savais à peine utiliser, avait été mon compagnon toute la nuit, alors que je faisais des recherches, calculais et me préparais à la guerre. « Bonjour, maman. » Antoine entra dans la cuisine, les cheveux en désordre, les yeux gonflés par le manque de sommeil. Il se dirigea vers la machine à café avec le droit paresseux d'un homme qui n'avait jamais remis en question son droit à tout ce qui l'entourait. « Tu es levé tôt. Impossible de dormir, » dis-je, gardant ma voix neutre, presque fragile. Vieilles habitudes. Sophie apparut dans l'embrasure de la porte, sa main reposant sur son ventre encore plat, de cette manière théâtrale du début de grossesse. Elle avait 34 ans, 29 de moins que moi, et n'avait jamais pris la peine de cacher son impatience d'avoir une belle-mère âgée sous son toit. Ce matin, cependant, elle portait un masque de douceur artificielle qui me donnait la chair de poule. « Élise, comment vous sentez-vous aujourd'hui ?» Elle s'avança vers moi les bras tendus comme pour m'embrasser, mais je restais assise, la forçant à me tapoter maladroitement l'épaule à la place. « Bien, ma chère. Très bien. » Je laissais le mot « bien » flotter dans l'air, avec juste assez de lassitude pour suggérer que j'étais tout, sauf bien. « Eh bien, nous avons une merveilleuse nouvelle, » continua Sophie, sa voix éclatante d'une fausse joie. « Nous attendons un bébé. N'est-ce pas excitant ?» Je composais mes traits en ce que j'espérais être de la surprise et du ravissement. « Oh mon Dieu, c'est merveilleux! C'est pour quand ?»« Mars, » dit Antoine, nous rejoignant à table. « C'est encore tôt, mais nous voulions te le dire en premier. » En premier, comme si j'étais spéciale pour eux, comme s'ils ne prévoyaient pas de m'entreposer dans un établissement stérile pendant qu'ils élèveraient mon petit enfant dans ma maison avec mon argent. « Je suis si heureuse pour vous deux, » dis-je, tendant la main pour serrer celle de Sophie. Ses doigts étaient froids, et elle se retira rapidement. « Un bébé est une telle bénédiction. »« Ça l'est, » acquiesça Sophie. « Mais ça signifie aussi que nous devrons faire quelques ajustements. »« Ça y est, » pensai-je, en gardant mon doux sourire. « Le truc, c'est, maman, » commença Antoine, sa voix prenant ce ton prudent que les gens utilisent pour annoncer de mauvaises nouvelles. « Nous allons devoir transformer ta chambre en nurserie. Nous pensions qu'il serait peut-être temps d'explorer d'autres arrangements de logement pour toi. » « D'autres arrangements ?» Je laissai la confusion colorer ma voix, inclinant légèrement la tête. « Eh bien, tu t'es si bien remise de ton AVC, » dit rapidement Sophie. « Vraiment, c'est incroyable à quel point tu es devenue forte. Nous pensons que tu es peut-être prête pour plus d'indépendance. »« L'indépendance » répétai-je le mot comme s'il m'était étranger. « Il y a de merveilleuses résidences pour seniors actifs, » continua Antoine. « Des endroits où tu peux avoir ton propre espace, mais aussi accès à des services si tu en as besoin. Activités sociales, repas organisés, soins médicaux sur place. Vous voulez dire une maison de retraite ? Une résidence pour seniors, corrigea Sophie. C'est complètement différent, bien plus comme un complexe d'appartements, mais avec des services de soutien. Je laissais le silence s'étirer entre nous, les regardant se tortiller. Finalement, je parlais,
ma voix petite et incertaine. Je ne sais pas si je peux me permettre quelque chose comme ça. Ces endroits sont chers, n'est-ce pas? Antoine et Sophie échangèrent un regard. Le genre de regard qui confirmait tout ce que j'avais entendu la nuit précédente. « Eh bien, c'est quelque chose dont nous devons discuter, » dit Antoine. « Nous avons couvert beaucoup de tes dépenses depuis que tu as emménagé. Les factures médicales, l'assurance, les franchises, les médicaments. Ça a été difficile. »« Oh non !» murmurai-je en pressant ma main sur ma poitrine. Je n'en avais aucune idée. Je pensais que l'assurance couvrait tout. « L'assurance aide, » dit Sophie. « Mais il y a encore des coûts importants à notre charge. Nous avons tous les papiers si tu veux les voir. »« Bien sûr, je vous rembourserai, » dis-je immédiatement. Je n'ai jamais voulu être un fardeau. J'ai mes économies et il y a mon appartement. « À propos de ton appartement, » dit Antoine en se penchant légèrement en avant. « Il est là, vide, à coûter de l'argent en entretien et en impôts. Il serait peut-être judicieux de le vendre. »« Le vendre ?» Ma voix trembla légèrement. « Mais c'est ma maison, tous mes souvenirs avec votre père. Je sais que c'est difficile, » dit Sophie, sa voix suintant une fausse sympathie. « Mais tu n'y vis plus, et l'argent pourrait assurer ton avenir dans une très belle résidence pour seniors. » Car je les regardais tous les deux. Ces deux personnes qui avaient passé des mois à faire semblant de s'occuper de moi, tout en complotant secrètement pour me voler. L'envie de révéler exactement ce que je savais, de regarder leur visage s'effondrer en réalisant qu'ils avaient été pris, était presque écrasante. À la place, je me mis à pleurer. Non pas les larmes dures et en colère que je ressentais à l'intérieur, mais les pleurs doux et défaits d'une vieille femme confuse qui venait de réaliser qu'elle était indésirable. Je laissais mes épaules trembler légèrement, tamponnais mes yeux avec une serviette et les regardais tous les deux se sentir mal à l'aise sur leur chaise. « Maman, s'il te plaît, ne pleure pas, » dit Antoine en tendant la main pour tapoter la mienne. « Nous ne t'abandonnons pas. Nous essayons juste de trouver la meilleure solution pour tout le monde. »« Je sais, » réussis-je à dire entre deux reniflements. « C'est juste que je n'ai jamais pensé que je serais le genre de mère qui devient un fardeau pour ses enfants. »« Tu n'es pas un fardeau, » dit rapidement Sophie, bien que son ton suggère le contraire. « Tu es juste à une autre étape de ta vie maintenant. »« Peut-être que vous avez raison, » dis-je en essuyant mes yeux. « Peut-être qu'il est temps pour moi de penser à la suite. Pourriez-vous me montrer ces factures? Je veux comprendre ce que je vous dois. »« Bien sûr, » dit Antoine, le soulagement inondant sa voix. « Je vais tout rassembler cet après-midi. Et peut-être que tu pourrais m'aider à regarder certaines de ces résidences. Je veux m'assurer de choisir un endroit agréable, un endroit que je peux me permettre. »« Absolument, » dit Sophie, son sourire authentique pour la première fois ce matin. « Je vais commencer à chercher des options tout de suite. Merci à vous deux, » dis-je en me levant lentement, comme si le poids de l'âge et du chagrin rendait chaque mouvement difficile. « Je pense que je vais aller me reposer un peu. C'est beaucoup à digérer. »« Bien sûr, maman, » dit Antoine. « Prends tout le temps dont tu as besoin. » Je me dirigeais vers ma chambre, en gardant la démarche prudente et traînante de quelqu'un de beaucoup plus fragile que je ne l'étais en réalité. Mais une fois ma porte fermée derrière moi, je me dirigeais vers mon ordinateur portable avec l'efficacité rapide de quelqu'un qui avait passé la nuit à planifier une campagne. Le premier email était pour ma banque, demandant un transfert immédiat de fonds vers un compte auquel mes fils ne pouvaient pas accéder. Le second était pour mon agent immobilier, lui demandant d'évaluer discrètement la valeur de mon appartement et de cette maison. Le troisième était pour mon avocat, demandant une réunion urgente pour discuter d'affaires sachez familiales. Mais le quatrième email était le plus important. Il était destiné à Martine Bernard, mon ancienne collègue de la compagnie d'assurance, où j'avais travaillé comme enquêtrice sur les sinistres pendant 30 ans. Martine avait pris sa retraite 2 ans avant moi, mais elle entretenait toujours des contacts dans le secteur. Plus important encore, elle comprenait l'art de découvrir des informations que les gens préféraient garder cachées.
Martine, tapai-je, j'ai besoin de ton aide pour une affaire familiale délicate. Pouvons-nous nous voir pour un café cet après-midi? Je t'expliquerai tout alors, mais j'ai besoin de quelqu'un avec tes compétences particulières pour m'aider à comprendre certaines factures médicales récentes. J'ai le sentiment qu'elles pourraient ne pas être entièrement exactes. J'envoyai l'email et me rassois dans ma chaise, un sourire froid jouant sur mes lèvres. Si Antoine et Julien pensèrent pouvoir me manipuler avec des dépenses fabriquées et une manipulation émotionnelle, ils étaient sur le point d'apprendre une leçon très coûteuse. Mon téléphone vibra avec un texto de Julien. « J'ai appris la bonne nouvelle pour le bébé. Hâte de te voir ce soir pour le dîner. Sophie prépare ton rôti de bœuf préféré. » Quelle délicatesse de leur part de m'amadouer avec un plat réconfortant avant de me présenter leur facture fictive. Je répondis par texto. « J'ai hâte. Tant de choses à discuter. » En effet, il y en avait. Ils pensaient manipuler une vieille femme éplorée et confuse. Ils n'avaient aucune idée qu'ils avaient affaire à quelqu'un qui avait passé 3 décennies à enquêter sur la fraude à l'assurance. Quelqu'un qui connaissait toutes les ficelles du métier en matière de tromperie financière. J'ouvris à nouveau mon ordinateur portable et commençai à taper des notes, documentant tout ce que j'avais entendu, chaque incohérence dans leur histoire, chaque moment de fausse sollicitude dont j'avais été témoin. S'ils voulaient faire jouer avec mon argent et mon avenir, j'étais plus que prête à riposter. La différence, c'est que j'avais l'intention de gagner, et quand j'en aurais fini avec eux, ils comprendraient exactement ce que signifiait sous-estimer Élise Dubois. Le café du centre-ville bourdonnait de la foule de l'après-midi, mais Martine, Bernard et moi avions réquisitionné une table d'angle qui offrait à la fois intimité et une vue dégagée sur l'entrée. Vieilles habitudes de nos jours d'enquête. Toujours savoir qui entre et sort. Toujours avoir une stratégie de sortie. Martine était exactement comme dans mes souvenirs. Cheveux argentés tirés en un chignon soigné, des yeux vifs derrière des lunettes à monture métallique, et le genre de posture qui suggérait qu'elle n'avait jamais rencontré un problème qu'elle ne pouvait résoudre. Elle avait été ma partenaire sur des dizaines d'affaires de fraude, et il n'y avait personne en qui j'avais plus confiance pour m'aider à naviguer dans les eaux dangereuses où mes fils m'avaient jeté. « Élise, tu as l'air... » Elle s'arrêta, étudiant mon visage. Différente, plus vive, comme si tu te réveillais d'un long sommeil. « Quelque chose comme ça ?» dis-je en sortant un dossier cartonné épais de documents. « J'ai besoin de ton expertise, Martine. Je pense que mes fils essaient de m'escroquer. » Ses sourcils se haussèrent légèrement. « Tes fils? Ceux qui prenaient si bien soin de toi? C'est ce que je pensais aussi, jusqu'à ce que je les entende comploter pour fabriquer des factures médicales, me forcer à vendre mon appartement et me mettre dans une maison de retraite pour qu'ils puissent en garder ma maison. » L'expression de Martine passa de la surprise à l'intérêt professionnel alors qu'elle ouvrait le dossier. À l'intérieur se trouvaient des impressions de mes vraies factures médicales, des relevés bancaires et des demandes de remboursement d'assurance. Tout ce que j'avais compilé pendant ma nuit blanche de recherche. « Mon Dieu, Élise !» siffla-t-elle doucement en parcourant les documents. « Selon ces dossiers, tes dépenses personnelles étaient minimes. Moins de 3 000 € au total. C'est ce que je pensais. Mais Antoine s'apprête à me présenter des factures qui montrent supposément que je leur dois des dizaines de milliers d'euros. » Je me penchai en avant, baissant la voix. « J'ai besoin que tu m'aides à tout documenter. Je veux être préparée quand ils passeront à l'action. » « Tu es sûre de ça ?» demanda Martine, bien que son ton suggère qu'elle connaissait déjà la réponse. « Ce sont tes enfants dont nous parlons. Ce sont 2 hommes adultes qui voient leur mère comme une opportunité financière, » répondis-je, ma voix stable et froide. « Ils ont passé des mois à faire semblant de s'occuper de moi tout en planifiant secrètement de me voler. Ce ne sont plus mes enfants, ce sont des criminels. » Martine hocha lentement la tête, ses instincts d'enquêtrice prenant le dessus. « Que veux-tu que je fasse ? Je veux que tu vérifies chaque facture médicale, chaque demande de remboursement, chaque dépense qu'ils vont réclamer. Je veux des preuves documentées qu'ils mentent. Et j'ai besoin que tu m'aides à retracer où va vraiment leur argent.
Leurs problèmes d'argent sont réels. Julien a mentionné des factures d'hôpital du traitement contre le cancer d'Henri. C'était il y a 3 ans, et l'assurance d'Henri a tout couvert. S'ils paient encore des factures médicales, soit ils mentent, soit ils ont été incroyablement irresponsables avec leurs finances. Martine sortit son téléphone et commença à prendre des notes. J'aurais besoin d'un accès à tes dossiers médicaux, police d'assurance et toutes les factures qu'ils ont effectivement payées en ton nom. J'ai tout, dis-je en tapotant un autre dossier à côté de ma chaise. Mais il y a autre chose que j'ai besoin que tu découvres sur leurs finances. Julien a mentionné des dettes et Sophie les pousse à résoudre leurs problèmes d'argent en utilisant mes actifs. C'est plus délicat, mais pas impossible. Donne-moi quelques jours. Je n'ai pas quelques jours, dis-je avec urgence. Il prévoit de me présenter de fausses factures ce soir au dîner. J'ai besoin de savoir à quoi je m'attends avant d'entrer dans cette pièce. Martine m'étudia un long moment. « Élise, qu'est-ce que tu comptes faire exactement avec ces informations ? » « Je vais les détruire, dis-je simplement. Pas physiquement, pas violemment, mais je vais m'assurer qu'ils comprennent qu'il y a des conséquences à traiter sa mère comme une proie dans une arnaque. Et s'ils essaient de faire amende honorable, s'ils s'excusent. Je pensais à la cruauté désinvolte dans leur voix la nuit précédente. La façon dont ils avaient discuté de mon avenir comme si j'étais du bétail à vendre. Certaines choses ne peuvent pas être pardonnées, Martine. Ils ont franchi une ligne, et ils sont sur le point d'apprendre ce qui se passe quand on trahit quelqu'un qui a passé 30 ans à enquêter sur des gens comme eux. Martine sourit, une expression froide et professionnelle que je me souvenais de nos cas les plus difficiles. Donne-moi 2 heures. J'aurai des conclusions préliminaires pour l'heure du dîner. Nous passâmes l'heure suivante à examiner systématiquement mes documents. Martine photographia tout, vérifia les codes d'assurance et passa une série d'appels à des contacts qui travaillaient encore dans le secteur. Au moment où nous eûmes terminé, j'avais une image claire de l'ampleur de la tromperie de mes fils. « Ils vont tout gonfler », confirma Martine en faisant glisser une feuille de synthèse sur la table. « D'après ce que tu m'as dit de leur conversation, ils prétendront probablement que le traitement de ton AVC a coûté entre 20 000 et 30 000 euros de leur poche. Le coût réel était de 843 euros. Et le traitement du cancer d'Henri ? C'est là que ça devient intéressant. Il n'y avait aucune facture impayée de son traitement. Tout a été payé en totalité par son assurance et la sécurité sociale. Mais elle s'arrêta, feuilletant ses notes. J'ai trouvé autre chose. Julien a fait faillite il y a 2 ans. Il s'est débarrassé d'environ 60 000 euros de dettes de carte de crédit. Et Antoine, crédit impeccable, mais il effectue des paiements minimums sur des soldes de cartes de crédit substantiels. Des achats récents suggèrent qu'il vit au-dessus de ses moyens. Dîner coûteux, produits de luxe, une nouvelle voiture le mois dernier. Je me rassois dans ma chaise, les pièces du puzzle s'assemblant. Donc, ils n'essaient pas seulement de voler mon argent. Ils en ont désespérément besoin. Les gens désespérés font des choses désespérées, acquiesça Martine. Mais Élise, sois prudente. S'ils ont des problèmes financiers comme cela le suggère, ils pourraient mal réagir lorsque leur plan échouera. Laisse-moi m'en soucier, dis-je en rassemblant mes papiers. Ce dont j'ai besoin de toi, ce sont des munitions. Peux-tu avoir tout documenté et prêt à être présenté si nécessaire ? Documentation légale. Élise, tu penses à impliquer les autorités ? Je pense à impliquer mon avocat. S'ils sont prêts à commettre une fraude contre leur propre mère, ils doivent faire face à des conséquences qui vont au-delà de la déception familiale. Martine hocha la tête avec approbation. J'aurai un rapport complet prêt demain matin. Mais pour ce soir, tu auras assez d'informations pour les confronter à leurs mensonges. Parfait. Je me levai pour partir, puis m'arrêtai. Martine, il y a une dernière chose. J'ai besoin que tu m'aides à comprendre les implications légales de ce qu'ils prévoient. S'ils me forcent à vendre mon appartement et à me mettre dans une maison de retraite, quels sont mes droits ? Tant que tu es mentalement compétente, ce que tu es clairement, ils ne peuvent te forcer à rien faire. Ils auraient besoin
d'une tutelle, ce qui nécessite l'approbation du tribunal et des preuves médicales d'incapacité. Et s'ils essaient de prétendre que je suis incompétente, alors tu auras besoin de témoins de ton état mental, de dossiers médicaux prouvant le contraire, et d'un avocat spécialisé en droit des personnes âgées. Je peux t'en recommander un. Je souris, me sentant plus confiante que je ne l'avais été depuis des mois. Fais ça. Et Martine, merci. Je sais que ce n'est pas exactement comme ça que tu comptais passer ta retraite. Tu plaisantes? Elle sourit, l'air plus énergique que je ne l'avais vu depuis des années. Je m'ennuyais, à mourir. C'est le cas le plus intéressant sur lequel j'ai travaillé depuis des lustres. En rentrant chez moi, je sentis un étrange sentiment de calme m'envahir. Pendant des mois, j'avais dérivé, laissant mes fils prendre des décisions pour moi, acceptant leur version de la réalité. Mais maintenant, j'étais de retour en terre inconnue, enquêtant, documentant, montant un dossier. La maison était calme à mon arrivée. Antoine ne rentrerait pas du travail avant 1 heure, et Sophie était probablement à son cours de yoga. J'avais le temps de me préparer à ce qui allait arriver. Je me dirigeais vers ma chambre et ouvris mon ordinateur portable. Le premier email était de mon agent immobilier, confirmant que mon appartement valait beaucoup plus que ce que j'avais prévu. Le second était de mon avocat, Maître Durand, confirmant notre rendez-vous pour demain matin. Le troisième était de ma banque, confirmant que la plupart de mes actifs étaient maintenant hors de portée. Mais le quatrième email me fit m'arrêter. Il venait de Julien, envoyé il y a à peine 1 heure. « Maman, je sais que c'est une période difficile pour toi, mais je veux que tu saches qu'Antoine et moi ne voulons que ce qu'il y a de mieux pour toi. Nous t'aimons et nous allons nous occuper de tout. Ne t'inquiète de rien. Nous gérerons toutes les questions financières. Concentre-toi simplement sur ton rétablissement. » La manipulation était si évidente, c'en était presque insultant. Il me préparait Anna pour la performance de ce soir, s'assurant que je me sente reconnaissante et dépendante avant de révéler leur crise financière fabriquée. Je répondis « Merci, mon chéri. J'ai tellement de chance d'avoir des fils si attentionnés. J'ai hâte de vous voir ce soir. » Puis, je supprimai l'email de mon dossier d'éléments envoyés et commençai à me préparer à la guerre. Au moment où j'entendis la voiture d'Antoine dans l'allée, j'avais tout préparé. Mon ordinateur portable était fermé, mes recherches cachées, mon expression soigneusement arrangée en un masque de gratitude inquiète qu'ils s'attendaient à voir. Ce soir, ils présenteraient à leurs mensonges, et j'écouterais avec l'inquiétude écarquillée d'une mère qui faisait entièrement confiance à ses enfants. Demain, ils apprendraient ce qui arrive quand on essaie d'escroquer une enquêtrice professionnelle. La porte d'entrée s'ouvrit et j'entendis Antoine crier « Maman, on est rentré !» Je pris une profonde inspiration et allai à la rencontre de mon destin et du leur. La salle à manger avait été dressée avec notre plus belle porcelaine. « Ma plus belle porcelaine !» me corrigeai-je, et l'odeur du rôti de bœuf emplissait l'air d'une chaleur domestique qui m'aurait peut-être trompée 24 heures plus tôt. Sophie s'affairait dans la cuisine avec une efficacité théâtrale, jouant le rôle de la belle-fille dévouée, tandis qu'Antoine ouvrait une bouteille de vin avec l'attention soignée d'un homme se préparant à une conversation difficile. Julien arriva précisément à 18 heures, portant une enveloppe cartonnée qui me serra l'estomac d'anticipation. Il m'embrassa sur la joue, avec le genre d'affection qui semblait répété, sa main s'attardant sur mon épaule, dans un geste qui aurait paru attentionné à quiconque n'avait pas entendu ses vrais sentiments la nuit précédente. « Tu as l'air en forme, maman, » dit-il en s'asseyant sur la chaise à côté de moi. « Reposé ? Je me sens mieux, » répondis-je, laissant une note d'incertitude s'infiltrer dans ma voix. Bien que j'ai pensé à notre conversation de ce matin, et je suis un peu inquiète à propos de... Eh bien, de tout. C'est exactement de ça que nous voulions discuter, dit Antoine en échangeant un regard significatif avec Sophie. Mais d'abord, mangeons. Sophie a travaillé si dur pour ce repas. Le rôti était parfait. Bœuf tendre, légumes rôtis, une sauce riche qui me rappelait les dîners du dimanche quand mes fils étaient enfants. Je complimentais la cuisine de Sophie,
posait des questions sur ses symptômes de grossesse et fit tous les bruits appropriés d'une future grand-mère, tandis qu'à l'intérieur, j'avais l'impression de regarder une pièce jouée par des acteurs médiocres. « Alors » dit Julien, alors que Sophie servait le dessert. « Nous voulions te parler de la situation financière que nous avons mentionnée plus tôt. »« Oh, oui » dis-je en posant ma fourchette avec un léger tremblement dans la main. « J'ai été si inquiète d'être un fardeau pour vous deux. »« Tu n'es pas un fardeau, maman » dit rapidement Antoine. « Mais nous devons être honnêtes sur les coûts liés à tes soins. » Julien ouvrit son enveloppe et en sortit une pile de papier. « Nous avons préparé un résumé de toutes les dépenses médicales de ton AVC et les coûts continus du traitement contre le cancer de papa. » Mon cœur battait la chamade, alors qu'il faisait glisser les papiers sur la table. La première feuille indiquait un total de 47 000 € de frais médicaux impayés qu'il prétendait avoir payés en mon nom. Je laissais mes yeux s'écarquiller de choc, ma main volant vers ma poitrine, dans un geste de consternation qui n'était pas entièrement fin. « 47 000 €, murmurai-je. Mais je pensais que l'assurance couvrait tout. »« L'assurance aide, » dit gentiment Sophie. « Mais il y a des franchises, des tickets modérateurs, des frais hors réseau. Ça s'additionne vite. » Je pris les papiers avec des mains tremblantes, scrutant les factures fabriquées avec l'œil de quelqu'un qui avait passé 30 ans à détecter exactement ce genre de fraude. Ils avaient été minutieux. Je devais leur accorder ça. Les en-têtes semblaient officielles. Le codage médical était plausible, et les montants étaient soigneusement calibrés pour paraître à la fois choquants et crédibles. Mais ils avaient fait des erreurs. Des petites, que la plupart des gens ne remarqueraient pas, mais des erreurs flagrantes pour quelqu'un qui savait quoi chercher. Un code de facturation qui n'existait pas. Un hôpital qui avait changé de nom il y a 2 ans. Un médecin qui avait pris sa retraite avant la date supposée du traitement. Je n'en avais aucune idée, dis-je, ma voix à peine plus qu'un murmure. Comment avez-vous réussi à payer tout ça? Nous avons utilisé des cartes de crédit, dit Julien, son ton soigneusement neutre. En contractant des prêts, cela nous a mis dans une position financière difficile. Nous ne voulons pas que tu te sentes coupable, ajouta rapidement Antoine. Nous le referions sans hésiter. Mais nous devons trouver un moyen de gérer ces dépenses à l'avenir. Bien sûr, dis-je immédiatement. Je vous rembourserai chaque centime. Je n'ai jamais voulu être un fardeau financier pour mes enfants. Nous savons, maman, dit Julien, en tendant la main pour tapoter la mienne. Le truc, c'est que nous pensons que la meilleure solution serait peut-être de vendre ton appartement. Il est juste là, vide, et les frais d'entretien grignotent tes économies. Pas. Et avec le bébé qui arrive, ajouta Sophie, nous allons devoir faire quelques changements dans la maison. Nous pensions qu'une belle résidence pour seniors serait parfaite pour toi. Un endroit où tu peux avoir ton propre espace, mais aussi de l'aide quand tu en as besoin. Je laissais des larmes monter à mes yeux. Pas la performance calculée du matin, mais une émotion sincère, de la rage, de la trahison, et une profonde tristesse face à ce que mes fils étaient devenus. « Vous voulez que je parte ?»« Pas partir, » dit Antoine avec urgence. « Juste transitionner vers une situation de vie plus appropriée. Nous te verrons toujours tout le temps, et tu auras tellement d'activités, des gens de ton âge à qui parler. »« J'ai justement fait des recherches sur quelques options, » dit Sophie en sortant son téléphone. « Il y a un endroit magnifique, appelé la résidence des Tilleuls, à environ 20 minutes d'ici. Ils ont une liste d'attente, mais si nous versons un acompte bientôt, nous pourrions probablement te faire entrer d'ici quelques mois. »« Combien coûterait quelque chose comme ça ?» demandai-je, bien que je connaisse déjà la réponse grâce à mes propres recherches de l'après-midi. « Environ 4 000 € par mois, » dit Julien. « Mais la vente de ton appartement couvrirait plusieurs années de dépenses, et il te resterait largement de quoi subvenir à d'autres besoins. 4 000 € par mois, près de 50 000 € par an. Il prévoyait d'épuiser le produit de la vente de mon appartement pour payer mon entreposage pendant qu'ils vivraient dans ma maison, sans loyer, élevant leurs enfants,
avec le confort fourni par leur vol. Cela semble être tellement d'argent, dis-je faiblement. C'est un investissement dans ton avenir, dit Sophie. Et honnêtement, Élise, je pense que tu serais plus heureuse là-bas. Cette maison est si grande et vide pendant la journée quand nous sommes tous au travail. Au moins, à la résidence des Tilleuls, tu aurais une compagnie constante. Et cette maison ? Demandai-je, la question m'échappant avant que je puisse l'arrêter. Continuerez-vous à vivre ici ? Un autre regard passa entre mes fils, et je vis Julien faire un signe de tête presque imperceptible à Antoine. « Eh bien, dit Antoine prudemment, nous y avons aussi pensé. Cette maison est chère à entretenir, et avec le bébé qui arrive, nous allons devoir faire quelques changements. Il serait peut-être judicieux que nous reprenions les paiements de l'hypothèque et que nous nous occupions de l'entretien. » « Reprendre l'hypothèque ?» répétai-je, la confusion colorant ma voix. « Juste pour faciliter les choses, » dit rapidement Julien. « Tu n'aurais pas à te soucier des impôts fonciers, de l'entretien, de tout ça. Nous nous occuperions de tout. » Il pensait que j'étais si sénile que j'avais oublié que je possédais cette maison, sans aucune dette. Il prévoyait de me convaincre de signer l'acte de propriété en échange de leur prise en charge d'une hypothèque qui n'existait pas. « Je ne comprends pas, » dis-je en pressant ma main sur mon front. « Je pensais que la maison était payée. Votre père et moi avons remboursé l'hypothèque il y a des années. »« C'est vrai, » dit Antoine patiemment. « Mais il y a toujours les impôts, l'assurance, les charges. Nous avons couvert tout ça depuis que tu as emménagé. Et ce serait plus simple pour tout le monde si nous formalisions simplement l'arrangement, » ajouta Julien. « Tu obtiens un revenu stable de la vente de l'appartement. Nous nous occupons de la maison et tu obtiens les soins dont tu as besoin à la résidence des Tilleuls. »« Quand est-ce que tout cela se passerait ?» demandai-je, laissant ma voix trembler. « Bientôt, » dit Sophie. « J'ai appelé la résidence des Tilleuls aujourd'hui, et ils ont en fait une place qui se libère le mois prochain. Quelqu'un quitte l'établissement. » Quitte l'établissement. Une manière si délicate de dire que quelqu'un était mort. « Le mois prochain, » répétai-je. « Mais c'est si tôt. Je ne sais pas si je suis prête. »« Maman, » dit Julien en se penchant en avant, avec une expression de douce sollicitude. « Nous savons que c'est beaucoup à digérer, mais nous pensons vraiment que c'est la meilleure solution pour tout le monde. Tu seras en sécurité, soignée, et tu n'auras pas à t'inquiéter d'être un fardeau pour qui que ce soit. Nous t'aimons, » ajouta Antoine, « et nous voulons ce qu'il y a de mieux pour toi. » Je regardais autour de la table ces 3 personnes qui détruisaient si soigneusement, si méthodiquement ma vie, tout en parlant le langage de l'amour et des soins. La cruauté désinvolte de la chose était à couper le souffle. Ils avaient chorégraphié toute cette soirée, du plat réconfortant aux factures fabriquées, en passant par la manipulation émotionnelle. Tout cela conçu pour me rendre reconnaissante de ma propre trahison. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » dis-je finalement, me levant sur des jambes légèrement instables. Tout cela est si bouleversant. « Bien sûr, » dit Sophie en se levant pour m'aider. « Prends tout le temps dont tu as besoin. »« Mais pas trop longtemps, » ajouta Julien avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Le marché de l'immobilier est vraiment bon en ce moment, et cette place à la résidence des Tilleuls n'attendra pas éternellement. » Je hochai la tête, rassemblant les fausses factures avec l'attention soignée de quelqu'un qui les croyait réelles. Je les regarderai plus attentivement demain. Peut-être appeler mon médecin, m'assurer de tout comprendre. « C'est une bonne idée, » dit Antoine. « Et maman, nous sommes fiers de toi d'être si courageuse à ce sujet. Nous savons que papa serait fier aussi. » La mention d'Henri faillit briser mon sang-froid si soigneusement entretenu. Ils utilisaient sa mémoire comme une arme, invoquant l'homme qui m'avait aimé assez pour s'assurer que je ne serais jamais vulnérable, jamais dépendante de quiconque. « Bonne nuit, » dis-je, ma voix épaisse d'une émotion qu'ils interprétèrent comme de la gratitude, mais qui était en réalité de la pure rage. Je me dirigeais vers ma chambre avec les pas lents et prudents de quelqu'un submergé par des nouvelles difficiles. Mais une fois ma porte fermée derrière moi, je me dirigeais vers mon ordinateur portable, avec l'efficacité rapide d'un prédateur se préparant à frapper.
Il était temps d'appeler Martine et de me préparer pour le jugement de demain. Mes fils venaient de commettre la plus grande erreur de leur vie, et j'allais m'assurer qu'ils la paient d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. La lumière du soleil matinal inondait la fenêtre de ma chambre, alors que je faisais les derniers préparatifs pour ce qui serait le dernier jour où mes fils me sous-estimeraient. Le rapport complet de Martine était sur ma table de nuit. 23 pages de fraude documentées qui feraient saliver n'importe quel procureur. Mon avocat, Maître Durand, m'attendait à 9 heures, et à midi j'aurais mis en place une protection juridique qui rendrait les combines de mes fils non seulement impossibles, mais criminelles. Mais d'abord, j'avais une performance à donner. Je m'habillais soigneusement dans ma tenue la plus conservatrice, un gilet bleu marine et un pantalon gris qui me donnait l'air de la mère confuse et dépendante qu'il croyait que j'étais. Les fausses factures médicales étaient étalées sur ma commode, et j'avais passé 1 heure à répéter mes questions déconcertées sur des procédures que je n'avais jamais subies et des frais qui n'existaient pas. Antoine était dans la cuisine quand je descendis en traînant les pieds, son visage soigneusement arrangé dans une expression d'attention concernée. « Bonjour, maman. Bien dormi ? » ?»« Pas bien, » dis-je en m'asseyant sur ma chaise, avec un soupir las. Je n'arrêtais pas de penser à ces factures, à tout ce dont nous avons discuté hier soir. « Je sais que c'est bouleversant, » dit-il en me versant du café avec l'attention empressée d'un homme qui se croyait proche de la victoire. « Mais souviens-toi, nous sommes là pour t'aider à traverser ça. J'ai regardé les papiers, » dis-je en sortant les factures tôt fabriquées avec des mains tremblantes. « Certaines choses n'ont pas de sens pour moi. C'est frais pour une chirurgie d'urgence. Je ne me souviens pas avoir été opérée. » La mâchoire d'Antoine se contracta presque imperceptiblement. « Tu étais sous sédatif, maman. L'AVC était grave. Tu ne te souviens peut-être pas de tout clairement. Mais il est écrit ici. J'ai eu une chirurgie cardiaque à l'hôpital Saint-Louis. Je pensais que j'étais à la clinique Pasteur. Parfois, les patients sont transférés, » dit-il doucement. « L'important, c'est que tu aies reçu les soins dont tu avais besoin. » Je hochais lentement la tête, comme si j'acceptais son explication, tout en m'émerveillant intérieurement de la facilité avec laquelle il me mentait en face. L'hôpital Saint-Louis avait fermé il y a 3 ans, un fait que Martine avait confirmé être de notoriété publique. « Antoine, » dis-je, ma voix petite et incertaine, « je veux faire ce qu'il faut. Je veux vous rembourser pour tout ce que vous avez fait. Mais j'ai peur de vendre l'appartement. C'est le dernier lien que j'ai avec votre père. »« Je comprends, » dit-il en s'asseyant à côté de moi et en prenant ma main dans la sienne. « Mais papa voudrait que l'on s'occupe de toi. Il voudrait que tu sois en sécurité et heureuse. Tu penses vraiment que la résidence pour seniors est le bon choix ? » ?»« Je le pense, maman, vraiment. » La porte d'entrée s'ouvrit et la voix de Sophie retentit. « Bonjour, j'ai apporté les papiers. » Elle apparut dans la cuisine, portant un portefeuille en cuir, le visage rayonnant de ce genre d'enthousiasme qui vient quand on sent la victoire. « Élise, j'ai des nouvelles excitantes. J'ai parlé à la résidence des Tilleuls ce matin, et ils peuvent avancer ta date d'admission. Tu pourrais être installée dès le week-end prochain. »« Le week-end prochain ?» haltai-je en pressant ma main sur ma poitrine. « Mais c'est si tôt. »« Je sais que ça semble rapide, » dit Sophie en s'asseyant en face de moi. « Mais honnêtement, il vaut mieux arracher le pansement d'un coup. Et j'ai apporté tous les papiers dont nous aurons besoin pour commencer. » Elle ouvrit le portefeuille et commença à étaler des documents sur la table. Des formulaires d'admission pour la résidence des Tilleuls, des procurations, un mandat de vente pour mon appartement et ce qui semblait être un acte de cession de la maison. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demandai-je en attrapant l'acte avec des doigts tremblants. « Juste de la paperasse pour tout officialiser, » dit rapidement Antoine. « Le transfert de l'acte de propriété nous facilitera la gestion des impôts fonciers et de l'entretien. » Je scrutais le document, notant qu'il transférerait la propriété de ma maison à Antoine pour la contrepartie de 1 euro et autres considérations de valeur. L'autre considération de valeur, je supposais,
était leur promesse de ne pas me jeter dans une maison de retraite, une promesse qu'ils étaient en train de rompre, tout en me demandant de signer. « Je ne comprends pas très bien le langage juridique, » dis-je. « Peut-être que je devrais le faire examiner par un avocat. »« Maman !» La voix de Julien venait de l'embrasure de la porte. Je ne l'avais pas entendu arriver, et son apparition soudaine me fit sursauter. Nous avons discuté, et nous pensons vraiment que le temps est un facteur important ici. Plus nous attendons, plus tout devient compliqué. Mais je veux juste m'assurer que je comprends. « Écoute, » l'interrompit Sophie, sa patience s'épuisant enfin. « Nous essayons de t'aider. Nous t'avons trouvé un endroit magnifique où vivre. Nous nous occupons de toutes tes dettes et nous gérons la vente de ton appartement. Tout ce que tu as à faire, c'est signer quelques papiers. »« La vente de l'appartement ?» Je levai les yeux, confuse. « Mais je n'ai pas encore accepté de le vendre. »« Tu as dit hier soir que tu comprenais que c'était nécessaire, » dit Antoine, son ton prenant une pointe d'irritation. « Nous avons déjà contacté un agent immobilier. »« Sans me le demander ?»« Nous essayons de simplifier le processus, » dit Julien en se plaçant derrière ma chaise. « Maman, nous savons que c'est difficile, mais tu dois nous faire confiance. Nous sommes ta famille. Nous t'aimons. » Je regardais autour de la table les 3 visages qui me fixaient, avec des expressions allant de la fausse sollicitude à l'impatience à peine dissimulée. C'était le moment, celui qu'ils avaient fort préparé. Ils voulaient que je signe l'abandon de ma vie sous leurs yeux, convaincus que leur mère confuse et dépendante ferait exactement ce qu'ils demandaient. Au lieu de cela, je souris. « Vous savez, » dis-je en posant l'acte de propriété et en sortant mon téléphone de la poche de mon gilet. « Je crois qu'il y a eu un malentendu. » Je sortis mon téléphone et ouvris l'application d'enregistrement vocal qui fonctionnait depuis que j'étais entrée dans la cuisine. L'indicateur d'enregistrement rouge brillait clairement sur l'écran. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Sophie, sa voix sèche. « Une assurance, » dis-je, ma voix soudainement claire et forte. Quelque chose que j'ai appris en 30 ans d'enquête sur la fraude. Toujours tout documenté. Le changement dans la pièce fut immédiat. Antoine pâlit. Julien recula de ma chaise et la bouche de Sophie tomba de stupeur. « Maman, de quoi parles-tu » demanda Antoine. Mais sa voix avait perdu toute sa fausse chaleur. « Je parle du fait que vous venez d'essayer de me contraindre à signer des documents frauduleux basés sur des factures médicales fabriquées. » Je me levai, mon mouvement soudainement sûr et fort. « Je parle de la conversation que j'ai surprise il y a 3 nuits, quand vous complotiez pour voler mon argent et me jeter dans une maison de retraite. Tu écoutais ?» La voix de Julien n'était qu'un murmure. J'allais me faire une tisane quand j'ai entendu mes fils aimants planifier une fraude envers une personne âgée contre leur propre mère. Je pris les fausses factures médicales et commençai à lire. L'hôpital Saint-Louis a fermé il y a 3 ans. Le docteur Martin a pris sa retraite en 2019. Le code de facturation 9992 n'existe pas. Sophie s'affaissa sur sa chaise, le visage cendré. « Élise, nous pouvons expliquer... » « Oh, j'en suis sûre. Vous êtes très créative. Mais vous avez fait une erreur cruciale. » Je sortis le rapport de Martine de mon gilet et le posai sur la table. « Vous avez essayé d'arnaquer quelqu'un qui a passé 3 décennies à coincer des gens exactement comme vous. » Antoine tendit la main vers le rapport, mais je le retirai. « C'est une analyse médico-légale complète de chaque document que vous avez présenté. Chaque accusation fabriquée. Chaque procédure inexistante, chaque facture frauduleuse. C'est très complet. »« Maman, s'il te plaît, » dit Julien, sa voix se brisant. « Nous avons des problèmes. Nous avons besoin. Vous devez faire face aux conséquences de vos choix, » dis-je froidement. « Vous avez passé des mois à faire semblant de vous occuper de moi tout en planifiant de me voler. Vous avez utilisé mon amour pour vous comme une arme contre moi. » « Mais nous t'aimons, » dit désespérément Antoine. « Nous voulions juste... » « Non !» Le mot sortit comme un coup de feu. « Vous aimez mon argent. Vous aimez ma maison. Vous aimez la commodité d'avoir une baby-sitter intégrée pour vos enfants. Mais vous ne m'aimez pas. » Je me dirigeai vers le comptoir de la cuisine et pris une enveloppe que j'y avais placée plus tôt.
Ceci contient des copies de tout. L'enregistrement, l'analyse médico-légale, la documentation de vos situations financières réelles. Une copie va au bureau du procureur, une autre au service de protection des adultes, la troisième à la division de la fraude à l'assurance de l'État. « Tu ne peux pas faire ça, » murmura Sophie. « Nous attendons un bébé. » Vous auriez dû y penser avant de décider de commettre une fraude qualifiée. Je me dirigeais vers la porte, puis m'arrêtais. « Oh! Et cela pourrait vous intéresser de savoir que j'ai déplacé tous mes actifs sur des comptes auxquels vous ne pouvez pas accéder, changé mon testament pour vous exclure tous les deux entièrement et déposé une injonction vous empêchant de prendre des décisions médicales ou financières en mon nom. Où iras-tu ? Demanda Antoine, la voix creuse. Cela ne vous concerne plus. Je m'arrêtais sur le seuil, regardant en arrière les 3 personnes qui m'avaient systématiquement trahi. Mais vous devriez savoir que je garde la maison. Mon nom est sur l'acte de propriété, et malgré ce que vous semblez penser, je suis parfaitement capable de vivre de manière indépendante. Tu ne peux pas nous mettre dehors, dit Sophie, le désespoir rendant sa voix stridente. Nous n'avons nulle part où aller. Vous avez 30 jours, dis-je calmement. C'est plus que ce que la loi exige, et plus de considération que vous ne m'en avez montré. Je sortis de la cuisine et me dirigeai vers la porte d'entrée, les laissant assis dans un silence stupéfait, autour de la table où ils avaient essayé de détruire ma vie. Mes clés de voiture étaient dans mon sac à main, mes documents importants dans le coffre-fort, et mon avocat attendait pour finaliser les ordonnances de protection qui garantiraient que mes fils ne pourraient plus jamais me menacer. En m'éloignant de la maison où j'avais élevé 2 enfants qui étaient devenus des prédateurs, je ressentis quelque chose que je n'avais pas connu depuis des mois, la liberté. Ils avaient sous-estimé Élise Dubois pour la dernière fois, et ils passeraient des années à payer pour cette erreur.